Sur les bovins viande, donc sur les bovins viande, là pareil, un petit focus sur la consommation de viande en France. Donc de 2000 à 2021, donc sur les 20 ans qui viennent de s'écouler, ce qu'on remarque, c'est que les Français consomment moins de viande globalement. Ça s'est intensifié, je dirais, sur les dernières années. Et par contre, la part de volaille progresse. C'est la seule espèce qui progresse en termes de volume. Toutes les autres sont en diminution. Par contre, la viande de porc reste quand même la viande la plus consommée au niveau de la France, puisque ça représente 37% du volume. 33 pour les volailles, donc qui retalonnent, qui s'approchent quand même, puisque en 20 ans, elles ont gagné quand même 7 points, ce qui est quand même important. Et la viande de bœuf qui représente un quart, et les ovins qui sont infimes. En termes de consommation, on est sur quelque chose de très faible. Si on regarde en termes de consommation sur la viande hachée fraîche, on s'aperçoit, mais c'est vrai également en viande en surgelée, on a eu sur 2022, là où toutes les autres années on a vu une progression, on a une atténuation de la consommation en volume. Alors c'est vrai que sur 2021, on avait encore des gens plus qui consommaient à domicile, puisqu'ils sortent avec l'effet Covid, on a eu ça. Mais quand même, c'est important quand on regarde sur tous les mois de l'année, on a eu une consommation moindre. Alors janvier, février, ça allait, mais ça s'est accentué. Alors il y a l'effet aussi chaleur, peut-être comme vous disiez, on consomme moins de produits laitiers, mais aussi on consomme moins de viande hachée. Ça peut avoir un peu de cet effet-là, mais sûrement pas que. Et en termes d'évolution du prix, sur les 9 mois, on est sur 26% d'augmentation du prix. C'est quand même important, quoi. Donc les vaches à viande, les vaches sont vendues plus hautes, mais ça se répercute fort sur les prix à la conso. Il n'y a pas encore la décapitalisation des cheptels. Alors, cette période, elle est encore... Au mois d'août, non. Pas au mois d'août. Par contre, ce qu'on a pu remarquer, et ça a été très vrai, moi je l'ai remarqué sur, par contre quand même, un nombre de têtes au niveau français, enfin au niveau français, oui, on a perdu quand même 117 000 vaches par rapport à 2021. Et là, ce n'était pas l'incidence encore au fourrage trop, parce que fourrage, on le voit apparaître à partir de septembre, quoi. Donc, pour dire qu'on a un élevage allaitant qui diminue d'une façon quand même importante. Et là, par contre, la décapitalisation risque de s'accélérer avec le manque de fourrage. Alors, heureusement, on a eu un mois de octobre et novembre un peu pluvieux et où on a pu sortir les animaux, ils ont pu consommer un petit peu. Pas beaucoup, mais on a moins attaqué les réserves. Par contre, durant l'été, là, pour le coup, elles ont été fortement entamées. Et puis, comme il y en a eu moins, il faut espérer qu'on ait un printemps clément et qu'on ait une pousse de l'herbe précoce. Parce que sinon, en termes de décapitalisation, je pense que ça va être important, surtout vu le prix du fourrage. Parce qu'il en manque et on est sur des prix de fourrage quand même très élevés. Par contre, si on venait fortement à décapitaliser, pour les élevages qui le feraient cette stratégie-là, le risque, c'est que sur 2023 et 2024, on ait moins de veaux et avoir des répercussions très importantes sur ces périodes-là. Parce qu'au moment où on décapitalise, vu le prix des animaux, ça amène un plus en trésorerie qui n'est pas à négliger quand même. Et on consomme moins, donc on s'en retrouve des fois mieux. Mais par contre, les effets par la suite, c'est l'inverse, parce qu'il manque des produits à ce moment-là, et les charges fixes, elles sont là quand même. Donc c'est à manier, je dirais, avec précaution, et avoir exploitation par exploitation à ce niveau-là.
Si on regarde en termes de… Donc, on a moins d'animaux, des prix supérieurs. Ce qui m'a, moi, frappé, quand on regarde les vaches R, c'est plutôt les vaches à viande, aux laitiers épais, les vaches de moindre qualité, on avait un différentiel de prix sur 2017 et même jusqu'en 2021 important entre ces catégories-là, ce qui est logique. Si on regarde sur 2022, mais sur la fin, là, on est sur un différentiel, un écart au kilo qui s'est nettement réduit. Donc ça a quand même un effet. Et donc, du coup, les vaches R ont moins progressé en pourcentage. Alors, en pourcentage, elles ont moins progressé. En valeur, il faut atténuer ça puisqu'on part sur un prix au kilo au départ supérieur. Hein. Donc, il y a ça qui lisse également. Voilà. Donc, on est sur des prix supérieurs pour tous les animaux, surtout les vaches à viande. Les vaches, globalement. Sur les broutards, on a une progression du prix. Là, vous avez les mâles limousins, mais un peu plus faible que ce on peut constater sur les. En termes d'exportation vers l'Italie, on est en baisse. Également vers l'Espagne, on est en baisse, mais c'est surtout lié au fait qu'il manque du volume, on manque de veaux. Donc, du coup, on en exporte moins aussi. Et c'est vrai que dans les élevages bovins-viande, la productivité est importante. Hein, et chez certains éleveurs, il y a des décrochages qui s'opèrent. Alors, ce n'est pas nouveau, mais les gains, je dirais, de productivité, l'objectif, c'est toujours 0,9 veaux par vache et par an, quoi. Et cet objectif-là, il y a un certain nombre d'exploitations qui n'y arrivent pas à l'atteindre. Et ça se retrouve dans les résultats économiques Donc, si on regarde en bovin viande dans les projections, avec des prix au niveau des vaches de réforme en nette progression, des prix de broutard qui progressent là aussi, on est sur une augmentation du produit de 9%. Par contre, ça a été atténué au niveau ces revalorisations par la diminution du produit végétal et en particulier des stocks fourragers. Alors, c'est très difficile à appréhender en termes de la valeur des stocks fourragers, mais par rapport à 2021, on a atténué la valeur des stocks fourragers. Et au niveau des charges opérationnelles, une progression quand même qui est quand même importante avec l'aliment. Alors l'aliment, j'ai pris plus 19% d'augmentation au niveau de l'aliment. Et au niveau des charges fixes, plus 12% avec le carburant, surtout le carburant et des entretiens réparations aussi en progression. Ce qui fait qu'à la sortie, on est sur un EBE pratiquement identique, du moins à la moyenne, que 2021. Et pour le coup, un certain nombre d'exploitations, là, n'auront pas eu un volant de trésorerie supplémentaire pour faire face aux intrants futurs. Et le manque de fourrage va pénaliser encore plus, quoi, parce que donc là, l'inquiétude, elle est sur quand même 2023. Moi, pour les éleveurs en particulier, pour ceux qui ont des niveaux de stock faibles, ça peut être quand même une source d'inquiétude importante. Le cours ne doit pas baisser. Oui, mais le cours des aliments, alors il va falloir voir à quel niveau il progresse. Certes, on aura les cours des animaux qui semblent se maintenir à des prix intéressants, mais quand même, les marges de manœuvre, elles sont beaucoup plus réduites sur les systèmes élevage que sur d'autres productions. Et le cours des céréales, vous pensez qu'il va rester si haut tout le temps? Tout le temps. Alors, si on regarde, on est sur une augmentation de la production. Une augmentation constante de la production, mais également de la consommation. Donc,
Après, se pose quand même la question de la sortie de la guerre Russie-Ukraine, hein, sur les marchés des céréales, hein, et des oléagineux. Si on revient sur une situation euh, à la normale, je dirais, les équilibres ils vont se refaire, hein, quand même. Et donc, de toute façon, on sait très bien que les cours, ça monte, mais à un moment donné, ça redescend. Ça m'étonnerait, mais je ne suis pas devin et puis je ne suis pas experte, mais ça m'étonnerait qu'on reste sur des niveaux de cours aussi élevés que ce qu'on a actuellement. Alors ça peut durer un an, ça peut durer un peu plus, mais il ne faut pas avoir dans ses stratégies de son entreprise ces niveaux-là de cours. Il faut être en deçà de ça parce que forcément, à un moment donné, ça redescendra. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Les projections, elles sont liées au moment où il va y avoir une pacification de la guerre. C'est là où il peut y avoir le dernier effet ciseau qui risque d'être dramatique avec le coût de l'énergie, des engrais qui ne vont pas baisser. Par contre, le prix des cours qui vont chuter peut-être rapidement si on n'a pas trouvé. Il faut anticiper un petit peu cette baisse de cours qui est attendue à court ou moyen terme. D'où des fois l'intérêt en termes de positionnement, du moins pour tout ce qui est en grande culture, de bien suivre les cours du marché et de continuer peut-être à vendre à différents moments, voilà, pour anticiper une baisse des cours. Je pense que ça aurait pu bénéficier des hausses de cours, d'attendre pendant le récession un peu trop et d'avoir une baisse de cours qui descend en dessous des coûts de production pour le prix de l'énergie. Si on regarde... J'ai juste une question bête sur la diapo précédente. Et ces graphiques là, de BE et de par... celui-là, là. Par classe, ouais. C'est une prise en compte globale des exploitations de l'échantillon. Oui. C'est de l'atelier dans ces exploitations. C'est les exploitations qui sont dans ce groupe. Donc là, c'est le BE de toute l'exploitation de ce groupe. Voilà. Oui, on n'est pas sur des niveaux de BE très élevés, hein, en bovin viande. C'est pour ça que je disais que les marges, elles étaient très très faibles, quoi. Il y a d'autres ateliers à côté. Non, mais là, c'est l'exploitation en totalité. Hein. C'est la question que je me posais. Voilà. Si c'était l'atelier bovin dans l'exploitation qui dégageait ça, non. Ou si c'était le revenu de toute l'activité d'exploitation. C'est ça. Sachant qu'elles sont spécialisées, oui. qu'on ne retrouve pas forcément toutes les polycultures élevage avec des gens qui ont des semences ou un peu d'arbres à côté. C'est essentiellement des céréales, je suppose, à côté. Mais là, on est sur très peu de céréales en bovin viande. Là, on est sur 15 hectares de céréales et après de la SFP, quoi, des surfaces fourragères. Hein. Donc, c'est quand même des exploitations très spécialisées en élevage. Voilà. Et il y a un produit hors aide supérieur à 70% en élevage bovin viande. Voilà. Alors, sur le Tarn-et-Garonne, on a plus des exploitations un peu plus mixtes, avec des fois un peu d'arbres à côté, un autre atelier. Mais quand même, on en a. Là, sur le groupe, il y a 35 ou 40 exploitations, donc ça commence quand même à être représentatif des bovins viande, quoi, du secteur.